Oui, bonjour chers amis, me voici de retour pour cette seconde partie de ce sujet consacré à la novlangue. Alors je pensais pouvoir le traiter en une seule fois, puis finalement non, c'était pas possible. Pourtant j'ai pas choisi un vocabulaire très important, mais c'est vrai que les mots ont été judicieusement choisis, et de ce fait effectivement chaque terme évoqué nécessite un développement important. Et donc, il reste deux mots, justement, que nous allons aborder aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à ce sujet de la novlangue, les mots qui ont été choisis correspondent à des paradigmes, à des visions du monde différentes. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit d'un mot composé, islamo-gauchisme. Alors cette expression, ce mot plutôt, ce néologisme est apparu il y a quelques années. Alors je ne saurais pas le dater précisément, mais à vue d'œil, je dirais que c'est un mot qui est apparu dans le champ lexical journalistique et politique en France il y a, allez, on va dire à la louche, 8 ans. Et donc, islamo-gauchisme, c'est un terme qui a été popularisé du fait de l'ascension notamment du mouvement de la France insoumise, un mouvement qui s'appuie en grande partie sur le vote des quartiers populaires. C'est une gauche quelque part de rupture, mais ce n'est pas l'extrême gauche, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser. En tout cas, selon la classification du Conseil d'État français, la France insoumise est un parti de gauche. C'est un parti, c'est la gauche radicale en fait. C'est pas l'extrême gauche, c'est la gauche radicale. Alors c'est une gauche réformiste avec un programme social en faveur donc des couches populaires qui est quand même assez étoffé et assez engagé, et bien sûr aussi c'est une gauche qui, depuis 2-3 ans, s'engage de façon vraiment radicale sur le terrain de l'antiracisme. Et justement, c'est là où, effectivement, le centre, l'extrême centre, ça c'est un néologisme sympathique, mais ça ne fait pas l'objet de notre podcast d'aujourd'hui, mais en tout cas l'extrême centre, c'est-à-dire la Macronie, la droite et l'extrême droite considèrent qu'à partir du moment où la gauche devient authentiquement antiraciste, il faut lui accoler forcément un épithète caricatural qui fait d'elle une gauche infréquentable, à la différence de la gauche de la social-démocratie qu'on trouve notamment chez les courants du Parti socialiste les plus sociaux-démocrates. Donc, et donc ce terme un peu monstrueux d'islamo-gauchisme est un peu barbare, parce que en fait ça veut tout dire et rien dire, parce qu'on se rend compte que beaucoup des soutiens, ou même des soutiens populaires ou associatifs de la France insoumise, ou même certains partis, petits partis comme Révolution permanente, où on trouve des activistes et des hommes politiques comme Anas Kazib, issus des quartiers populaires. Ce sont des gens qui parfois sont d'origine musulmane, mais qui ne sont pas du tout islamistes. Et on se rend compte aussi que dans leur approche politique, ils parlent très peu de l'islam, en fait. Donc ce néologisme d'islamo-gauchisme, il doit beaucoup à une vision du monde très raciste, hein. À partir du moment où des personnes issues de la communauté musulmane ou ayant des parents musulmans s'engagent en politique du côté de la gauche de rupture, ou de la gauche radicale, ou de l'extrême gauche, on va parler d'islamo-gauchisme. Pourquoi pas parler de cristiano ou de cristiano, comment dirais-je, conservatisme. Voilà, donc des mots un petit peu, des mots valises comme ça,
un peu fourre-tout, voire monstrueux, parce qu'ils ne veulent pas dire grand-chose. Le but, c'est simplement d'effrayer, en fait. Auparavant, après la révolution russe de 1917, il y avait le fantasme du bolchevique, le couteau entre les dents. Bah maintenant, on a l'impression de voir l'islamo-gauchiste avec dans la main gauche un couteau, et celui du bolchevique de 1917, et puis dans l'autre, le cimeterre du guerrier musulman de l'époque des croisades. Non, mais on est en plein délire. Donc je ne pense pas qu'il faille s'attarder plus longtemps sur ce terme d'islamo-gauchiste, dans la mesure où c'est un mot qui ne veut rien dire en fait. Et le but, c'est simplement d'effrayer, de caricaturer et d'empêcher les gens de penser, parce qu'à partir du moment où on dit islamo-gauchiste, la conversation s'arrête. La personne est stigmatisée, et quel que soit ce qu'elle veut, et peu importe ce qu'elle dira ensuite, de toute façon, la conversation n'a plus lieu. Il n'est pas nécessaire de continuer la conversation puisque la personne est déjà stigmatisée. Alors, dans un autre domaine et dans un autre paradigme, à propos d'une autre vision du monde, nous avons aussi un mot qui peut, dans certains cas, défrayer la chronique. C'est le mot leucoderme. Alors, le mot leucoderme, il apparaît dans un contexte tout à fait différent. Alors l'emploi politique du mot leucoderme, il est très récent en fait. Alors là, s'il faut absolument dater, on va dire, allez à la louche, on va dire encore, on va dire 7 ans, 8 ans peut-être. C'est-à-dire que dans les travaux de l'historien et savant sénégalais Cheikh Anta Diop, né en 1923 et rappelé par les ancêtres en 1986, Cheikh Anta Diop est un grand artisan de la renaissance historique africaine et de l'école panafricaine d'égyptologie. Et donc, dès 1954, dans Nation Agriculture, édité chez Présence africaine, il remet en question le mirage oriental concernant les origines supposées de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Cheikh Anta Diop va, à l'instar de son illustre devancier Anténor Firmin, laïcien Anténor Firmin en 1885, c'est en 1954 donc que Cheikh Anta Diop va s'attaquer aussi aux fondamentaux de l'égyptologie occidentale, à savoir l'aspect soi-disant oriental de la civilisation égyptienne pharaonique. Cheikh Anta Diop va remettre ce dogme en cause en s'appuyant notamment sur le témoignage des anciens, c'est-à-dire les écrivains et historiens grecs de l'Antiquité, Diodore de Sicile, Hérodote, Plutarque, pour ne citer que ces trois-là. Bien évidemment, les références de Cheikh Anta Diop sont beaucoup plus étendues. Sa connaissance de l'égyptien pharaonique et du wolof, la langue sénégalaise qu'il parle couramment, lui permet de faire des comparaisons linguistiques qui sont tout à fait pertinentes et qui lui permettent de conclure au fait qu'il existe entre l'égyptien ancien et le wolof, mais aussi d'autres langues africaines, une parenté génétique. Et donc c'est la parenté la plus proche qui peut rassembler des langues différentes. Donc, mais bon, il va user d'autres preuves comme le totémisme, la circoncision, le matriarcat, pour prouver les origines, du Sud concernant la civilisation égyptienne, donc l'origine nubienne et l'origine africaine en quelque sorte de la civilisation égyptienne pharaonique, qui qualifie d'égypto-nubienne. Mais bien évidemment, les travaux de Cheikh Anta Diop ne se limitent pas à cela. Ils se basent en partie aussi sur l'archéologie, et justement pour éviter des malentendus, il le précise dans la préface de certains de ses ouvrages, notamment Antériorité des civilisations nègres, publié en 1967, qu'il utilise des mots comme nègre ou leucoderme
pour parler des Blancs, donc, et nègre pour parler des Africains subsahariens ou des Africains noirs. Eh bien, il utilise des mots aussi connotés et aussi, comment dirais-je, précis, pour éviter justement toute approximation. Parce que quand on parle des Africains, parle-t-on des Africains subsahariens, des Africains noirs ou des Maghrébins? Donc pour éviter toute ambiguïté, il a choisi des mots aussi précis que caucasien, blanc, nègre, leucoderme. Et il a dit de façon très précise, dans la préface de Antériorité des civilisations nègres, il ne faut pas voir dans ce choix des termes une intention raciste. Les racistes inconscients, ce sont ceux justement qui voient dans ces termes une intention raciste ou qui se focalisent sur les questions raciales plutôt que de se polariser sur les faits. Et justement, les faits historiques étant ce qu'ils sont, la précision est de mise pour éviter toute ambiguïté. Voilà. Sauf que l'afrocentrisme, comment dirais-je, intolérant et suprémaciste, a utilisé les mots leucoderme comme des mots qu'on peut utiliser dans le champ social, un peu à la manière dont les Américains du sud des États-Unis qualifiaient les Africains-Américains de niggers ou de negroes, etc., mais de façon vraiment très péjorative. Et donc le terme leucoderme est entré dans un usage beaucoup plus social et beaucoup moins scientifique. Et Cheranta Diop n'a jamais recommandé que pour parler des populations d'aujourd'hui, en dehors du simple cadre de l'archéologie et de l'histoire, pour différencier par exemple des momies égyptiennes autochtones des momies de l'époque ptolémaïque, on pouvait utiliser aujourd'hui, pour parler des gens que l'on rencontre dans la rue ou qui s'expriment à la radio ou à la télévision, le terme leucoderme, comme certains diraient j'ai vu un nègre à la télé. Donc c'est en fait bien dommage, parce que c'est faire de Diop ce qu'il n'était pas, un raciste, parce que certains vont penser qu'en fait, Diop ayant inauguré un nouvel emploi du mot leucoderme sur le plan scientifique, le fait que le terme leucoderme soit passé du domaine de la science dans les ouvrages de Cheranta Diop à un domaine beaucoup plus immédiat de la politique, des rapports sociaux entre peuples de différentes origines, eh bien, ce serait en fait considéré que Diop est à l'origine d'un racisme en quelque sorte anti-blanc. Alors bien sûr, si on utilisait le terme leucoderme de façon tout à fait dépassionnée, évidemment, c'est un mot qui ne pourrait pas nous écorcher les oreilles, sauf qu'il est parfois utilisé de façon très passionnée, et on a l'impression qu'on met tous les Européens dans le même sac et qu'on nie toute différence entre eux. Ils apparaissent en fait comme une communauté où il est impossible d'identifier les individus, et à partir du moment où on dit leucoderme, on a tout dit. Donc c'est vraiment très problématique. Donc, et de ce fait, on peut dire que le terme leucoderme appartient vraiment à la novlangue, c'est-à-dire le nouveau langage de l'afrocentrisme. L'afrocentrisme étant en fait une perversion de l'afrocentricité de Modifikete Asante, puisque Modifikete Asante a élaboré une théorie en 1980, l'afrocentricité, qui encourage les Africains à se réconcilier avec leur culture et à fraterniser les uns avec les autres de façon à mieux se connaître les uns les autres, et à s'inspirer aussi bien de Kwame Nkrumah, de W.E.B. Du Bois, de Marcus Garvey, pour ne citer que cela, de Cheranta Diop aussi, de Frantz Fanon, et dans une certaine mesure aussi de la négritude, pour prendre ce qu'il y a de mieux dans les mouvements de renaissance africaine qui ont eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés, de façon à se remettre en ordre de bataille et trouver notre véritable place dans le monde.
Mais en aucun cas, l'afrocentricité est un mouvement xénophobe. Et donc c'est pour ça que l'afrocentrisme est une perversion de l'afrocentricité. Et dans le cadre de cette perversion, le mot leucoderme a toute sa place, puisque c'est un mot qui permet de stigmatiser des communautés entières. Ce qui n'enlève pas le fait que, effectivement, la colonisation, l'esclavage, etc., sont des mots qui ont affecté notre communauté, mais ce n'est pas une raison pour stigmatiser des gens en fonction de leurs origines. Ce sont des paradigmes qui ont permis ces tragédies, parfois avec la collaboration de beaucoup de gens, mais encore une fois, c'est du fait de la propagande que les gens se sont mis en ordre de bataille pour perpétrer ces forfaits. Et à toute époque, il y a toujours eu des individus, parfois même quelques communautés, pour échapper à cet enrôlement dans des guerres criminelles et de prédation. Voilà. Donc le mot leucoderme appartient bien à cette nouvelle langue de l'afrocentrisme. Et c'est un mot très chargé en énergie, en énergie du ressentiment, en fait.